Alors, on étudie ici, comme demandé dans le programme, le mouvement d'un pendule simple en utilisant le principe fondamental de la dynamique. Donc, c'est demandé comme application du principe fondamental de la dynamique. Ce n'est pas forcément la méthode la plus simple ou la plus rapide. On peut utiliser, bien sûr, le théorème du moment cinétique ou le théorème de l'énergie. Donc là, on le fait avec le principe fondamental. Donc, l'idée, c'est qu'on a dans un plan vertical, donc un point O ici, autour duquel peut tourner un pendule simple, donc qui est constitué d'un fil qui est sans masse, donc on néglige la masse, qui est inélastique, qui est supposé toujours tendu. Et donc au bout de ce fil, donc on appellera L la longueur de ce fil, et au bout toujours, donc on a une masse petit m qui est assimilée à un point matériel grand M. Donc on considérera la masse comme ponctuelle. Donc on suppose que le mouvement est plan dans le plan vertical autour du point O. Alors du coup on a ici un seul degré de liberté, c'est-à-dire que le mouvement est complètement déterminé quand on connaît l'angle θ ici entre la verticale et la direction OM. C'est pourquoi il est intéressant éventuellement d'utiliser le théorème de l'énergie qui vous donnera directement la solution. Donc, on suppose qu'il n'y a pas de frottement, ni avec l'air, ni au niveau de la rotation autour du point O, au niveau de l'axe. Donc, on va se placer dans le référentiel terrestre supposé galiléen, puisque la durée d'étude est faible devant un jour, qui est la période de rotation de la Terre autour de son axe. On va donc prendre comme système la masse grand M, et on envisage donc les actions extérieures. On va donc avoir le poids, P égale mg, et la tension du fil, que je noterai grand T par la suite. Donc, si on dessine ces deux forces, on a le poids comme ceci, la tension du fil comme ceci. Alors là, c'est typiquement, puisque la direction OM est une constante, hein, le fil est supposé toujours tendu de longueur L, le point M ne peut avoir qu'un mouvement de rotation autour de O, donc ce sera un mouvement circulaire. Donc c'est le cas idéal où on utilise les coordonnées polaires dans le plan du mouvement. Donc on va redéfinir ces coordonnées polaires qui sont justement la distance OM, c'est petit r qui ici vaut L constante. On a donc l'angle θ que j'ai défini tout à l'heure ici. Et donc vous avez les vecteurs, le vecteur UR qui est dans la direction de OM et le vecteur Uθ qui est dans le plan orthogonal à UR et dirigé dans le même sens que l'angle θ. Donc on va écrire le principe fondamental. Donc on a la masse fois l'accélération du point M, hein, puisque c'est un point matériel, donc par rapport à R, qui est égale à la somme des forces extérieures, c'est-à-dire le poids plus la tension du fil. Donc on a dit qu'on se plaçait dans les coordonnées polaires, dans le plan. Donc, si on envisage le vecteur OM, c'est donc simplement petit r UR, R étant constant, on l'a appelé petit l, c'est petit l UR. Donc si je m'intéresse à la vitesse de M par rapport à R en dérivant, L est une constante, donc ça va nous faire juste L, dérivée de UR par rapport au temps, qui vaut donc dérivée de UR par rapport à θ fois dérivée de θ par rapport au temps. Donc la dérivée de θ par rapport au temps, c'est θ point, et la dérivée de UR par rapport à θ, on l'a vu dans une vidéo précédente, donc Uθ. Et donc si je m'intéresse à l'accélération, puisqu'il va falloir que je remplace dans le principe fondamental, il faut que je redérive une fois par rapport au temps, c'est la dérivée de V par rapport au temps. Donc ça va s'écrire L étant toujours constant. Attention, j'ai θ qui dépend du temps et Uθ. Donc j'ai quelque chose du type F fois G, donc ça va nous faire du F'G plus Fg'. Donc je vais avoir du θ seconde
Uθ plus θ point dérivée de Uθ par rapport au temps. Alors de nouveau, je dérive Uθ par rapport au temps, c'est-à-dire que je dérive Uθ par rapport à θ, et je multiplie par rapport à la dérivée de θ par rapport au temps, donc ça va me faire du moins θ point UR. Donc l'accélération s'écrira Lθ seconde Uθ moins Lθ point carré UR. Donc ce sera le cas chaque fois qu'on aura un mouvement circulaire. Après, donc là, bien sûr, il n'est pas forcément uniforme. Si c'est un mouvement circulaire uniforme, on aurait θ point qui est la vitesse angulaire oméga, qui est une constante. Donc, il n'y aurait pas de θ seconde. Ici, il y a un θ seconde. Donc, j'écris donc mon principe fondamental et je projette ensuite sur les axes. Donc, j'ai m Lθ seconde Uθ moins m Lθ point carré UR, ça c'est MA, qui est égal à P. Donc, il va falloir que je projette le poids. Donc, c'est le seul calcul un petit peu délicat où on a une projection. Pour les autres, il n'y en a pas. Donc, il suffit de regarder le schéma. Je vois ici que je retrouve l'angle θ ici. Donc, en fait, quand je projette le poids sur UR, ça va me faire un cosinus θ. Et quand je projette sur Uθ, ben, ça va me faire ici un moins sinus θ. Donc, du coup, ça va du mg. J'ai dit donc suivant UR. Je reprends juste cette partie-là que je copie et que je vais ramener ici, coller, voilà. Donc mg, donc quand je projette sur UR, j'ai dit que ça faisait du cosinus θ UR et du moins sinus θ Uθ. Donc ça c'est la projection du poids. Et le vecteur t, ben justement qu'on retrouvait ici, lui il est dirigé suivant moins UR. Donc en prenant un t positif, ça va s'écrire moins t suivant UR, hein, avec un t qui est donc choisi positif. Donc je projette sur les axes. Donc sur UR, je vais avoir moins ml θ point carré égale moins t plus mg cos θ. Et sur Uθ, je vais avoir donc ml θ seconde qui est égal à moins mg sinus θ. Donc je trouve deux équations en projetant sur les deux axes du plan. Alors on voit de suite que la première équation, en fait, il y a t qui est inconnu. T, j'ai aucun moyen de la connaître. Donc justement, si à partir de la seconde, où là j'ai comme inconnu que l'angle θ, et donc c'est dérivé, donc c'est une équation différentielle en θ. Donc celle-là, c'est l'équation différentielle en θ. C'est justement ce qu'on va appeler l'équation du mouvement. Elle ne fait intervenir comme inconnu que θ qui est inconnu et ses dérivés. Donc une fois que j'aurai résolu cette équation 2, je connaîtrai θ et donc θ point, et donc avec l'équation 1, je peux trouver t une fois que j'ai justement résolu l'équation 2. Hein, donc ça permettrait l'équation 1 permettrait de connaître t une fois qu'on a résolu l'équation 2. Donc moi je vais m'intéresser ici donc à l'équation du mouvement, c'est-à-dire l'équation 2. Donc en divisant par ml et en mettant tout du même côté, je vais trouver quelque chose qui va s'écrire θ seconde plus g sur L sinus θ égale 0. Équation du mouvement. Alors cette équation, on voit tout de suite qu'il y a un sinus θ, c'est une équation qui est non linéaire. Donc pour la résoudre, dans le cas général, on utilise une méthode numérique pour voir ce que ça donne. Donc on verra juste à la fin une petite remarque. Donc on ne peut la résoudre que par une méthode numérique. En revanche, il y a un cas particulier dans lequel on sait résoudre assez facilement. C'est le cas où sinus θ, où θ est petit. C'est-à-dire que sinus θ, on peut l'assimiler en faisant le développement limité au premier ordre à θ. Et du coup, on trouve une équation qui va se simplifier puisqu'elle va s'écrire θ seconde plus g sur L θ égale 0, qui devient une équation linéaire que je sais résoudre
puisque c'est une équation différentielle du second ordre à coefficient constant sans près. C'est, on le reconnaît, un oscillateur harmonique. Et donc, ça veut dire que θ de t sera de la forme grand A cosinus oméga 0t plus grand B sinus oméga 0t avec oméga 0 qui vaut racine de G. Donc on remarque ici que oméga 0 ne dépend que de G et de la longueur L du fil. Et donc ça ne dépend pas du tout de l'amplitude des oscillations. C'est ce qu'on va appeler donc la période, puisque c'est donc un mouvement oscillatoire périodique. Donc la période est indépendante de l'amplitude de l'oscillation. C'est ce qu'on appelle la notion d'isochronisme. Ce qui justement ne sera pas le cas si on a une amplitude grande et qu'on ne peut plus faire l'approximation sinus θ qui est à peu près égale à θ. Dans ce cas, on se rend compte que la période dépend de l'amplitude. Ce n'est pas le cas si l'amplitude est grande. Donc, ici, pour trouver le ALB, il suffit d'écrire les conditions initiales. Donc, si on suppose qu'à t égale 0, θ vaut θ0 et qu'on lâche sans vitesse initiale, donc θ point de 0 vaut 0, on va trouver donc θ de 0, donc qui vaut θ0 qui va valoir grand A. Et en dérivant, on a θ point de t qui s'écrit moins A oméga 0 sinus oméga 0t plus B oméga 0 cosinus oméga 0t. Donc θ point de 0 va valoir B oméga 0. Et ça doit valoir 0. Ça impose que B vaut 0. Donc on a un θ de t qui va s'écrire θ0 cosinus oméga 0t. Donc bien un mouvement oscillatoire avec une période donc qui vaudra 2π sur oméga 0, donc 2π racine de L sur G.